Vous pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon. Opérateur ou directeur photo si vous préférez. Action! On a beau écrire des centaines de scénarios ou penser à plusieurs mises en scène, et sans cette source de chaleur, la réalisation d'un film de tournage. C'est peut-être la première personne appelée dans le projet, appelée par le réalisateur ou la production d'une manière générale, à préparer un film. Parfois c'est lui-même qui est au niveau de la caméra. Très souvent, au début le chef opérateur était aussi bien chargé de la lumière et du cadre aussi. Bon, c'est plus le cas maintenant parce qu'il y a une division du travail. Il reste néanmoins responsable des plans à faire. Moi personnellement, mon éclairage est basé sur les sources de lumière. C'est-à-dire que les sources de lumière naturelles. Hein. Si on prend en référence un intérieur jour, ça peut être les fenêtres du décor. Si c'est nuit, bien sûr, il y a une source de lumière, ça peut être un abat-jour, ça peut être un lampadaire, la lumière, enfin, la conception de la lumière est en fonction du type de la source de lumière. Et je vais plus loin parce qu'il y a aussi une histoire de température de couleur. C'est selon la source de lumière, c'est les chaudes. Donc le chef opérateur doit faire attention à ce que la lumière soit chaude, mais il y a une histoire de raccord. Une histoire de raccord, c'est qu'il faut maintenir cette chaleur tout au long de toutes les sources de lumière dans lesquelles on va travailler. C'est bien de dire directeur photo, mais c'est chef opérateur de prise de vue, je crois que c'est la meilleure notation. Le collaborateur le plus proche du réalisateur est bien celui du chef opérateur. C'est avec lui qu'ils discutent beaucoup, c'est avec lui qu'ils font un découpage, c'est avec lui, c'est le deuxième homme en quelque sorte du plateau. Qu'est-ce que c'est le travail d'un chef opérateur? C'est de bien comprendre d'abord le scénario, de connaître l'atmosphère qui a été écrite par quelqu'un, c'est-à-dire un scénariste. Il a décrit une atmosphère. Action! Parfait.
Gauche, droite, gauche, droite, gauche, Ce n'est pas seulement par souci d'esthétisme que l'éclairage occupe une place très importante dans la construction de l'image. Le travail de directeur de la photographie ou chef opérateur, en fait, consiste à traduire à l'image les idées d'un réalisateur qui a conçu ou écrit un scénario. C'est-à-dire en utilisant la photographie, je peux dire au spectateur que là, vous êtes en train de regarder un rêve. Ou à ce moment-là du film, vous êtes en train de voir un souvenir. Donc il y a beaucoup de façons de véhiculer les idées liées au scénario, bien sûr, mais des fois on peut contredire un petit peu le propos. C'est-à-dire, c'est clair que quand il y a des règles, on peut les transgresser pour faire sentir l'inverse. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'outils dans la caisse à outils, je dirais, du chef opérateur, du directeur photo, pour essayer de rendre le plus fidèlement possible les idées du réalisateur. Projecteurs, différents types de lampes ou autres moyens sont mis au service des sources lumineuses. Cela dit, à l'image des artistes peintres, les chefs opérateurs soulignent, chacun à leur manière, le trait de leur sujet. Si j'arrive par exemple à mettre du flou quelque part dans l'image, le spectateur n'ira jamais chercher de ce côté-là. Il essaiera toujours de s'accrocher à un endroit net de l'image. C'est comme ça qu'on arrive à vraiment diriger un petit peu, orienter le regard du spectateur pour lui transmettre à ce moment-là une idée ou lui faire croire à certaines choses. De la même manière, si par exemple j'utilise une lumière un peu vive, quand on est dans une salle obscure, le cinéma, et que d'un coup le spectateur est ébloui par une image, il aura tendance à un peu éviter du regard la partie claire de l'image et se conforter un petit peu par le côté un peu sombre. La symbolique est souvent opposée, c'est-à-dire la partie sombre de l'image symbolise quelque chose d'assez effrayant, le côté clair va être beaucoup plus rassurant. La technique est liée à l'artistique. On ne peut pas les dissocier. Et l'artistique prime sur la technique. Pourquoi il prime sur la technique? J'utilise d'abord ma sensibilité qui est l'artistique, mais je fais appel à la technique, c'est-à-dire ces projecteurs-là, comment je dois les disposer en fonction de ma sensibilité artistique à moi, en lisant le scénario et en voyant cette scène-là, comment il faut la faire. Action. Le meilleur élève de ma classe. Tu avais dit que tu avais vu Katranji Kenzie ici présent, cracher sur le drapeau. C'est des journées, c'est des rencontres cinématographiques, donc c'est sa 3e édition et la particularité spéciale de cette édition, c'est que nous ramenons toujours des nouveaux films. L'intervention que j'ai fait ici, je l'ai entamée en parlant de l'évolution du secteur du cinéma par des gens qui n'ont rien à y voir. Oui, c'est le cas. C'est-à-dire alors que normalement dans un secteur pareil, on arrive avec une formation, avec d'abord une grosse motivation, d'abord pour l'art, et puis accompagné d'une formation.
Pour réussir un plan ou obtenir tourné en 1965 de Mustapha Badir, La nuit a peur du soleil. Les chefs d'une scène, d'un personnage ou d'un lieu. La montagne de Beya. C'est un film où l'image avait un rôle était très importante, donc il fallait s'appliquer à fond. On tournait pratiquement où on montrait les 4 saisons. C'est-à-dire que la lumière devait être évidente dans les 4 saisons. J'ai fait une très bonne formation en Belgique à ce moment-là, qui m'a permis de bien gérer le film, quoi. On observe également que les techniques d'éclairage peuvent sublimer le jeu des acteurs. Sur un film de Merzak Alouache, Le Repenti, où il y avait 3 personnages. Alors à aucun moment, j'ai essayé, je me suis fait une petite systématique, c'est d'éclairer toujours les personnages par rapport à leur état d'esprit. Donc Nabil Asli qui est le repenti dans le film, à aucun moment on ne sait s'il a effectué ou pas, s'il a commis ou pas un crime. Donc il est toujours éclairé moitié sombre et moitié clair. Et donc il est toujours contrasté ce personnage parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'il a fait ou pas. Khaled Ben Issa qui est une personne meurtrie par son passé et il vit toujours dans ce passé-là. Donc tout ce qui est clair pour lui est derrière lui. Donc à chaque image, à chaque fois qu'il va apparaître dans le film, l'arrière-plan est beaucoup plus éclairé que lui. A contrario, Adila Ben Demrad qui a fait son deuil sur le passé, elle a refait sa vie et c'est-à-dire elle a repris espoir et elle a un nouveau travail. Elle est vraiment son passé, le côté sombre est toujours derrière elle. Il y a un éclairage pour le décor, il y a un éclairage pour le personnage, comment il évolue. Moi, il ne me dérange pas que quand on est à l'intérieur, c'est-à-dire en intérieur jour par exemple, où il y a des fenêtres, il y a ceci, il passe, il claque dans la lumière, il va là, c'est encore un peu plus sombre, ça ne me dérange pas. Je ne fais que relever un tout petit peu. Moi, ma méthode et ma devise, c'est quoi? Quand je rentre dans un endroit, je regarde d'où vient la source de lumière. Et je ne fais que renforcer cette lumière-là, en jour, hein, je dis bien en jour. La nuit, c'est autre chose. La nuit, c'est tout un art de faire l'éclairage. Action! Pas un seul plan, une séquence ou un mouvement de caméra sans cette lumière omniprésente. Celle-ci souligne la spécificité du long métrage, lui conférant au passage son statut de film culte. Il y a un avant et un après Blade Runner. Et là je parle de l'œuvre sortie en 1982 et non pas cette suite improvisée Blade Runner 2049. Le film de Ridley Scott a révolutionné le genre. La science-fiction entame un nouveau virage avec cette proposition visuelle qui dépoussière à cette époque tous les codes de la réalisation. L'univers de Philip Kindred a été respecté dans l'ensemble. Outre la trame maintes fois dépeinte mais peu égalée depuis la sortie de cet ovni, l'éclairage est sans aucun doute l'élément qui crédibilise l'atmosphère qui règne dans toutes les scènes. Une lumière pure et feutrée rythmant le découpage technique du film. Une énergie qui sublime même les espaces les plus sombres. Des silhouettes s'avançant progressivement vers la partie la plus éclairée, mettant en exergue l'humanité qui réside dans le regard du répliquant ou de l'androïde. Celle-ci nous renvoie à nos propres interrogations. Des interrogations toujours d'actualité sur des inventions et créations de l'homme qui peuvent échapper à tout contrôle rationnel. On peut dire que pour ce long métrage, le directeur photo Jordan Cronenweth a réalisé un sans faute. À l'image du film Barry Lyndon de Kubrick, Blade Runner est un cas d'école en ce qui concerne un éclairage réussi. Certains grands noms du cinéma ont fait de l'utilisation de la lumière une marque de fabrique.
La maîtrise de l'éclairage est une seconde nature chez eux. Ici, l'art prend tout son sens. Dans ce registre, Kubrick en est un parfait exemple. Rappelez-vous l'éclairage quasi naturel aux bougies dans le chef-d'œuvre Barry Lyndon. Au début du film, une lumière narrative éblouissante, à l'image du succès que rencontre le héros du film. Par la suite, la luminosité s'assombrit, accompagnant le personnage principal dans sa chute. Un bon éclairage amplifie un langage cinématographique, pourquoi pas? Regardez ce qui suit. Action. Il n'y a plus rien à éclairer.